L'innovation numérique est-elle en meilleure forme au Sénégal? Comment se portent nos startups? Quelles sont les solutions les plus en vue? Avec quel impact les entrepreneurs adressent-ils les difficultés des populations? Pour en parler ce dimanche, le délégué général à l'entrepreneuriat rapide face à Ousmane Gueye, ce dimanche 3 octobre dans E-Tech. Ancien directeur des services financiers et de la compétitivité au ministère de l'économie, ancien gouverneur suppléant à la Banque mondiale, au FMI et à la Banque africaine de développement pour le Sénégal, Papa Amadou Sarr, économiste de formation et spécialisé dans la gestion des affaires publiques, va aussi aborder la transformation digitale dans le secteur, les financements de l'ADER à ce jour et tant d'autres sujets à suivre ce dimanche après les éditions de 12h et 13h sur e-Radio, E-Tech, l'émission d'un monde qui change avec Ousmane Gueye. Bonjour à tous, merci de nous renouveler hebdomadairement votre fidélité, une fidélité plus que hebdomadaire que nous savons quotidienne au jour le jour et que nous espérons mériter, tant je l'imagine bien vos attentes en termes de contenu sont immenses. Dans un monde où vous êtes confronté à un flux d'informations avec leur corollaire de fake news, un travail journalistique de qualité s'impose plus que jamais pour vous aider à vous y retrouver à travers notamment un exercice de décryptage et de mise en perspective. C'est ce que nous tentons sur e-Radio depuis octobre 2018 en essayant de mettre de l'ordre dans le flot de l'actualité, en essayant d'en recevoir les acteurs, les contradicteurs, les contenteurs si vous voulez aussi ce dimanche. Papa Amadou Sarr nous fait l'honneur une fois de plus d'accepter de répondre à nos questions. Bonjour monsieur le délégué général. Bonjour Ousmane, c'est un plaisir renouvelé d'être votre invité dans l'émission E-Tech. Merci beaucoup. Je rappelle que vous avez été, Papa Amadou Sarr, le premier invité de l'année 2021 du magazine E-Tech. J'aurais pu dire aussi, monsieur le ministre, c'est un titre qu'on vous rend très rarement dans le petit monde des startups. Est-ce que, comme vous, on n'est pas très protocolaire là-bas? Tu savais que moi, le protocole, je ne suis pas trop pour, donc ça ne me dérange pas du tout. Vous pouvez m'appeler Pape Sarr, Pape, comme vous voulez. Passe aussi, ça passe? Ça passe. Délégué général à l'entrepreneuriat rapide pour les jeunes et les femmes, vous êtes en quelque sorte l'américain du secteur du numérique sénégalais, une réactivité à toute épreuve, un pragmatisme importé sûrement du pays de l'oncle Sam. Vous avez séjourné et travaillé et surtout un langage accessible aux jeunes acteurs des TIC. Précédemment, directeur des services financiers de la compétitivité et conseiller technique auprès du ministre de l'économie entre 2015 et 2017, gouverneur suppléant du Sénégal auprès de la Banque africaine de développement, de la Banque mondiale et du FMI. Vous avez également été, Papa Amadou Sarr, président du conseil d'administration du Fonds africain de garantie et de coopération économique. Parlant de coopération économique, justement, je rappelle aussi que vous avez occupé les fonctions de coordonnateur régional et d'analyste au Centre de développement de l'OCDE à Paris. Paris où vous avez obtenu, en France donc, un master en affaires publiques de Sciences Po et un DIA en économie de l'école des hautes études en sciences sociales. On en oubliera le volet américain de votre parcours pour en venir maintenant au contenu de cette interview. Si vous êtes d'accord, avant d'en venir à la tech, à la technologie plus particulièrement, quelques considérations générales. Qu'est-ce qu'on peut retenir actuellement de la DER en termes de financement notamment? Alors, merci Ousmane pour ce bref rappel de mon parcours et du travail que nous avons eu à effectuer au cours de ces 3 dernières années. Vous me permettrez effectivement de profiter de cette tribune pour remercier et saluer vos auditeurs de E-Tech, toujours aussi nombreux, et aussi de saluer vos partenaires et managers de groupe E-Media en la personne de Mamoudou et Alassane qui sont des amis, et vous féliciter aussi pour le travail que vous faites pour l'écosystème du numérique, des startups, mais de façon plus globale, l'actualité, l'information bonne et pertinente, et je vous en remercie. Et pour en revenir à la DRFJ, on est à plus de 3 ans d'existence maintenant. Nous avons démarré nos activités très exactement en mars 2018, et au jour où je vous parle, nous avons eu plus de 500 000 demandes de financement qui ont été reçues, avec plus de 130 000 dossiers complets reçus depuis mars 2021, date
d'ouverture de la demande de plateforme pour le financement des jeunes et des femmes dans le cadre du programme d'urgence lancé par le chef de l'État depuis le mois de mars 2021. Et à date, nous avons une demande globale de 215 milliards de francs CFA. Pour vous dire que la demande, elle est là. Et nous avons commencé à travailler. Nous attendons incessamment des ressources de la part de l'État, je dirais du ministère des Finances, pour pouvoir satisfaire toute cette demande des jeunes sur l'ensemble du territoire national. Mais des ressources, on pensait que vous en aviez suffisamment. Comme vous avez vu les demandes, on est à plus de 250 milliards de demandes et nous avons déjà financé au cours de l'année 2021 pour près de 16 milliards de francs CFA, mais sur ressources extérieures, c'est-à-dire les prêts que nous avons pu obtenir de la Banque africaine de développement, de l'Agence française de développement avec le concours de l'État, mais aussi des dons que nous avons reçus de quelques fondations telles que la fondation Gates, la fondation Mastercard et aussi la fondation US Africa Development Foundation. Et en plus, comme nous avons commencé à opérer depuis 3 ans, il y a eu des retours sur investissement, des recouvrements, des remboursements qui ont permis de pouvoir être à jour des financements que nous avons pu octroyer. Mais ceci est important de faire la précision parce que nous avons des demandes, des pressions matin, midi et soir de la part des jeunes et femmes qui ont déposé leur financement depuis mars 2021 dans le cadre du programme d'urgence sur l'emploi des jeunes où l'ADER doit financer pour autour de 45 milliards de francs CFA. Nous attendons de recevoir ces ressources pour pouvoir satisfaire la demande des jeunes, notamment dans les pôles emploi, entrepreneuriat, jeunes et des femmes. Ça vous stresse un peu quand on parle emploi, quand on parle milliards, on dit tenez, allez voir à l'ADER. Même le gouvernement, on a l'impression que c'est devenu un peu la chanson. Ça stresse un peu? Oui, ça stresse, mais à la fois aussi, on est serein parce qu'on sait que nous sommes sur la bonne voie et que nous ne pouvons pas faire plus que ce que nous avons. Et il faudrait, comme je l'ai dit tout le temps à mes équipes, tenir un langage de vérité aux jeunes et aux femmes, leur dire ce qui est possible et ce qui n'est pas possible, et aussi aller vers une... Et vous le dites aux politiques aussi? Ah oui, je le dis aux politiques, au plus haut niveau, aux maires, aux députés, aux ministres, et sans langue de bois, et en leur disant qu'il faut, faire preuve de sincérité, avoir une sincérité budgétaire, avoir une transparence sur les ressources dont nous disposons, sur qui peut en bénéficier, sur qui en bénéficie, et comme l'a demandé les chefs d'État, à la fin de cette année, nous allons commencer à publier la liste des bénéficiaires pour qu'on puisse savoir ceux qui ont été bénéficiaires de l'ADER ou pas. Et au jour d'aujourd'hui, on est à plus de 125 000 crédits octroyés, Ousmane, pour 552 communes touchées, et nous avons pu déployer plus de 66 milliards de francs CFA au cours de ces 3 dernières années, dont 16 milliards rien que cette année. Et si vous prenez aussi tout ce qui est l'accompagnement non financier, nous avons pu accompagner plus de 5000 entreprises au niveau national et plus de 3700 bénéficiaires ont été formés. Et renforcement des capacités, accompagné sur les techniques de gestion, techniques de managérial, formation technique en savonnerie, transformation, agriculture, etc. etc. C'est aussi 3070 unités économiques formalisées. À titre d'exemple, ici, dans notre guichet unique de formalisation de l'économie, ici à l'ADER, nous avons un greffier, un agent de la NSD et des acteurs des fiscs pour pouvoir fournir le registre de commerce et les NINEA en une journée. Et nous sommes en train de faire la même procédure dans les régions avec l'Union des chambres de commerce du Sénégal. Et dans chaque chambre de commerce régionale, aujourd'hui, ce service sera rendu disponible. Et grâce à un partenariat avec le ministère de la Justice, nous avons dématérialisé aujourd'hui l'obtention du NINEA et du registre de commerce avec la participation des tribunaux de grande instance sur l'ensemble du territoire. Voilà de façon ramassée ce que nous avons fait. Il y a aussi bien entendu le nanocrédit qui a fait couler beaucoup de vagues récemment, enlevé des boucliers de la part de certaines SFD. Et pour dire que c'est quoi? C'est des crédits de 50 000 à 500 000 francs CFA qui sont accessibles aux couches sociales les plus vulnérables, qui ne sont pas touchées par les banques, qui ne sont pas touchées par les institutions de microfinance, qui ne sont pas bancarisées, qui n'ont pas de compte bancaire, que nous aidons à obtenir un compte bancaire et aussi à obtenir un compte wallet avec notre partenaire Wave, qu'il faut féliciter au passage, qui vient de faire une levée extraordinaire de 200 millions de dollars, avec qui nous travaillons pour mettre à disposition les financements des femmes, particulièrement en milieu rural, dans les marchés aux poissons, etc., etc. Et nous allons continuer cette activité.
Nous sommes en partenariat avec des startups de la place, que je vais nommer, que ce soit Fintech, Sudpay, Timix et aussi d'autres dont je tairai le nom, pour pouvoir véritablement lancer la plus grosse fintech du gouvernement qui va s'occuper d'inclusion financière, de digitalisation de l'économie et d'accompagnement des femmes et des jeunes sur l'ensemble du territoire. Ce nanocrédit, aujourd'hui, on a plus de 2 milliards de décaissés en un an, principalement sur Dakar-Pékin, et nous avons aujourd'hui 32 points service déjà déployés sur le territoire, et nous avons 12 milliards dans le budget pour accompagner 200 points, et nous allons le faire de gaieté de cœur, parce que c'est comment on appelle ça, c'est l'impact. Quand vous allez au marché, au poisson de Pékin aujourd'hui, vous voyez ces dames qui n'avaient pas accès au crédit ou qui étaient quasiment, comment on appelle ça, spoliées avec des usuriers qui leur prêtaient de l'argent à 50%, 100%, et nous leur permettons aujourd'hui d'emprunter à 5%, travailler, rembourser dans la journée, dans la semaine, dans le mois, et sans difficulté majeure. C'est en quelques clics, vous faites la demande, dans l'après-midi, vous avez la réponse, le lendemain, vous avez votre argent sur votre porte-monnaie électronique. N'est-ce pas? C'est le fast track. C'est le fast track. C'est le fast track. Le fast track qui dit dette dit bien entendu remboursement. La stratégie des 4 P, on en reparle rapidement. Prison, procureur, j'en oublie les deux autres. Ça a eu les résultats escomptés? Oui, préfet, procureur, préfet, police, procureur, prison. Et nous ne l'avons pas abandonné, ça a eu les effets escomptés, parce que quand les personnes récalcitrantes n'ont pas voulu rembourser, nous leur avons mis en relation avec les autorités compétentes, notamment la gendarmerie, les procureurs, et ils ont remboursé. Et aujourd'hui, quand nous ne pouvons pas réellement recouvrer les ressources, on a ce partenariat avec les services compétents, mais aussi avec la Société nationale de recouvrement. Comme j'aime à le répéter régulièrement, c'est de l'argent public, c'est de l'argent dû, et on va rembourser tôt ou tard. Donc, pour moi, le plus important, je mets le focus sur ceux qui travaillent, qui remboursent, qui sont dynamiques. Et aujourd'hui, je suis heureux de constater que nous avons plus de 100 000 entrepreneurs qui travaillent dans l'ensemble du pays grâce à l'ADER, grâce à cet accompagnement. Et aujourd'hui, avant la Covid, nous avions un taux de remboursement de plus de 70%. Bien entendu, avec les rééchelonnements et les suspensions de remboursement, le taux est faible. On doit être autour de 40-50%. Mais j'en suis sûr, avec la reprise des activités économiques et la chute, je dirais, des nombres de contaminations de la Covid, l'activité économique a repris. Nous allons reprendre les recouvrements. Et je parie qu'en 2022, les choses seront beau fixes, et les jeunes et les femmes bénéficieront davantage de l'accompagnement financier et non financier de l'ADER. En avril, sinon en mars 2018, première interview accordée à ITEC, je vous présentais comme le monsieur qui pèse 30 milliards de francs CFA. Entre-temps, ça a évolué. Le montant en est à combien? Alors aujourd'hui, nous sommes cette année, je dirais que le budget, on est autour de 60 milliards si on prend le budget de l'État et des partenaires. Et aujourd'hui, nous avons pu investir plus de, comme je disais tout à l'heure, 66 milliards de francs CFA. Et notre objectif avec le partenariat que nous avons avec la BAD, la Banque africaine de développement, et l'AFD, à travers le PAVI, le projet d'appui et de valorisation des initiatives entrepreneuriales pour les femmes et les jeunes. Nous allons financer 14 000 initiatives entrepreneuriales pour 61 milliards. Nous allons consolider et accompagner plus de 154 000 emplois, dont 60% destinés aux femmes, et nous allons former plus de 27 000 entrepreneurs, dont plus de 15 000 femmes. Et la formalisation va aussi avec la digitalisation. On a un programme qui s'appelle DigiPME, qui doit accompagner 2200 entreprises à se formaliser, à avoir des outils performants du numérique pour suivre leur comptabilité, leur évolution et d'autres paramètres qui va faire du Sénégal, nous l'espérons, dans les délais prévus dans un pays émergent. Vous avez travaillé, je l'ai rappelé dans la présentation, Papa Amadou Sarr, au ministère de l'économie numérique du Sénégal entre 2015 et 2017. Vous êtes d'accord que la formalisation reste l'un des grands défis aujourd'hui? Elle est essentielle. Comme tu le dis, effectivement, quand j'étais conseiller technique de Amadouba, l'ancien ministre de l'économie, des finances et du plan, en 2015,
j'ai eu à présider en 2016, je dirais, le recensement général des entreprises du Sénégal, communément appelé rebasing, avec l'actuel directeur général du port autonome de Dakar, Aboubacar Sedir Bey, qui était à l'époque le directeur général de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, avec qui nous avons... L'ANSD d'ailleurs dans notre actualité avec les chiffres liés à la pauvreté. Effectivement, je pense que le ministre de l'économie a réitéré son soutien à l'ANSD, que je félicite au passage, qui est en train de faire un excellent boulot et qui est aujourd'hui sur l'ensemble du Sénégal ou même de la sous-région une agence de référence avec des économistes et des ingénieurs statisticiens de qualité, de renommée, qui ont eu à prêter serment et dont leur travail ne doute d'aucun tort et vraiment, je pense qu'il y a eu un malentendu, mais leur chiffre n'a jamais été critiqué par le ministre ou aucun ministre d'ailleurs, parce que c'est une agence qui est autonome, qui est indépendante, qui a raison de dire que la pauvreté a augmenté au Sénégal de façon réelle et c'est normal. La Covid est passée par là et aussi la population a eu à augmenter de façon significative. Donc de façon globale, nous pouvons dire que même si le pays s'est enrichi et qu'il y a eu des ressources supplémentaires, qu'il y a eu des investissements, la pauvreté aussi peut s'accroître parce qu'il y a aussi un accroissement naturel de la population et notamment dans les contrées les plus reculées du pays, en milieu rural exactement. Mais ceci pour moi n'est pas forcément le plus important. Le plus important c'est les efforts que le gouvernement est en train de mettre en place dans des programmes d'équité territoriale, d'équité sociale comme l'ADER, le Promoville, le PUDC, les bourses sociales et le PUMA pour vraiment, comme le veut le chef de l'État, accompagner les populations sénégalaises et faire de sorte que les richesses qui sont engendrées dans le pays soient réparties équitablement. Le chef de l'État pourrait-il vous mettre à contribution, je parle de l'ADER, comme outil de réduction de la pauvreté justement? C'est ce qu'on fait. Aujourd'hui, Ousmane, si on regarde le nombre de personnes que nous avons financées ou soutenues, qui ont eu à créer des activités économiques, on est à plus de 125 000 bénéficiaires. Chacun de ces bénéficiaires a une épouse, un époux, des parents. Et par ricochet, il y a un effet multiplicateur sur l'économie réelle. Quelqu'un qui s'endette à 10 millions de francs CFA, qui investit, qui a 10 employés, crée de l'emploi pour ces 10 employés, mais aussi crée de la richesse pour la famille de ces 10 employés. C'est là où il faut voir l'impact de l'ADER sur la réduction de la pauvreté. L'ADER, oui, est un instrument de réduction de la pauvreté. L'ADER, oui, est un instrument de lutte contre la pauvreté. L'ADER est un instrument de lutte contre le chômage, contre la précarité, parce que ça donne une haute opportunité aux jeunes et femmes d'être entrepreneurs, de créer leur propre business, d'avoir leur propre emploi et de créer de l'emploi. Et sans pour autant être salarié du public ou du privé. Papa Amadou Sarr, délégué général à l'entrepreneuriat rapide pour les femmes et les jeunes, est notre invité ce dimanche sur e-radio, ce dimanche 3 octobre 2021. Et avec lui, nous parcourons l'actualité en lien avec la technologie au Sénégal et à l'étranger. Parlant de technologie d'ailleurs, monsieur le délégué général, on en revient un peu à la transformation digitale. On sait que c'est une grosse problématique. Pour être proche du chef de l'État, vous devez être sûrement au courant de sa sensibilité et de l'importance qu'il accorde un peu à cette problématique. Actuellement, la délégation que vous dirigez, qui se transforme à son tour, ça donne quoi sur le terrain chez vous, dans vos locaux? Alors, le président aujourd'hui, comme vous l'avez dit, c'est le premier acteur digital dans le pays. Je lui donnerai le titre de Chief Digital Officer parce que je me rappelle quand CEO, quand il a reçu le président ou le premier ministre estonien, la dame, il avait la présidente de la République d'Estonie en décembre 2018. Il avait demandé à ce qu'on puisse s'inspirer du modèle estonien. Il a demandé à mettre en place une équipe avec l'accompagnement de Grant Thornton Technologies pour aller s'inspirer de ce qui s'est fait en Estonie. Et je pense que les choses évoluent dans ce sens. Et à chaque fois que de besoin, il rappelle la nécessité absolue de travailler à la digitalisation
et à la transformation digitale de notre économie, de l'administration, des paperasses. Si vous voyez aujourd'hui avec le data center de l'ADIE qu'il a lancé, inauguré il y a quelques mois de cela, les projets de supercalculateurs, les autres projets à Diamniadio, le PTN avec mon ami et frère Bassirou, et d'autres projets d'envergure, les câbles sous-marins, etc. Ça montre dans quelle mesure, dans quelle perspective le président veut que notre pays soit un pays émergent, avec une économie digitale, avec plus de 12% de contribution dans le PIB qui est prévu vers 2025. Et nous projetons dans cette vision du président. Et depuis le début de l'ADER, nous avons dématérialisé les procédures de dépôt. Et je peux dire merci à la Covid, car grâce à la Covid, nous avons eu à dématérialiser davantage nos procédures. Aujourd'hui, nous avons un schéma directeur informatique qui est parachevé. Nous avons dématérialisé toute la partie courrier, l'archivage, les marchés. Nous avons le guichet unique de formalisation des entreprises totalement dématérialisé pour obtenir tout ce qui est registre de commerce INEA. Nous avons aussi développé en interne et en partenariat avec des startups et des PME de la place. Et je peux nommer sans me tromper nos amis de FinTech, Gaïndé, etc. Et j'en passe. Et aujourd'hui, nous avons un outil en interne qui nous permet de recevoir les dossiers en ligne, qui nous permet de traiter les dossiers en ligne, qui nous permet de les envoyer en banque sans sortir du schéma. Et ça s'appelle DER1. Et dans ça, on a Analytica qui permet aux bénéficiaires, aux agents de la DER de traiter les dossiers en ligne. Et notre plateforme de dépôt aussi, qui est ouverte sur l'ensemble du territoire national, permet de déposer en quelques clics son dossier en ligne. Donc tout cela pour vous montrer aussi que nous avons embrasser les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et récemment, nous avons adhéré au bureau d'information et de crédit pour améliorer la qualité du portefeuille de la DRFJ. On parlait de recouvrement tout à l'heure, réduire les coûts et les délais de traitement du crédit et évaluer la solvabilité de nos demandeurs. Oui, nous restons d'ailleurs sur cette actualité. Et pour complément d'information, effectivement, pour l'Estonie, le chef de l'État Macky Sall avait demandé que l'on s'inspire un peu de ce pays exceptionnel en matière de numérique avec une plateforme unifiée des données de l'État. Effectivement, une mission était annoncée en Estonie, une mission bien sénégalaise pour voir un peu ce qui pourrait être donné comme suite à cela. Papa Amadou Sarr, avant la pause, il nous reste quelques 3 à 4 minutes. J'aimerais qu'on reparle quand même de ce projet XXL pour l'ADER. Vous me voyez certainement venir. L'incubateur qui va sortir de terre à Mermoz. Récemment, j'ai dû revoir un peu les images du lancement un certain juillet, 18 juillet, pour en mesurer un peu la durée. C'était 18 mois annoncés pour la durée des travaux. Actuellement, vous en êtes où? Alors effectivement, nous avions fait le lancement comment on appelle ça, la pose de la première pierre en 18 juillet 2019 et on avait prédit de le faire en 18 mois et malheureusement... À partir de quelle date? 18 mois à partir de quelle date? À partir de la construction, du démarrage de la construction. Et aujourd'hui, on a perdu, je dirais, 1 an et demi à cause de la pandémie d'une part, mais aussi de lenteurs administratives, il faut le dire très clairement. Parce que pour obtenir une autorisation de construire, pour obtenir tous les papiers nécessaires au déguerpissement, pour obtenir tous les papiers nécessaires à l'obtention du don, comment on appelle ça, du bailleur, et aussi tous les autres papiers liés à l'exonération, à l'avis juridique, etc., ça prend du temps. On n'est pas une administration tout à fait moderne, je ne critique pas, j'espère que mes collègues des autres services le comprendront de tel, mais aujourd'hui, quand on va dans un pays comme le Rwanda, tout ça, tous les papiers administratifs, que ce soit le casier judiciaire, l'avis juridique, les documents du ministère de l'Éducation, de la Santé, des Finances, etc., c'est en quelques clics sur un ordinateur et un guichet unique et on obtient ces paperasses en 48 heures. Et pourtant, le chef de l'État, Macky Sall, est un grand proche de Kagame, Paul Kagame, le Rwandais. Oui, et je pense que le Sénégal est même bien devant le Rwanda sur certains aspects, mais il y a une discipline que Kagame impose à ses administrés dans son pays et que les choses vont beaucoup plus vite au Rwanda que chez nous. On est très démocrate chez nous? Je ne dirais pas
On est démocrate, certes, mais la démocratie ne devrait pas rimer avec la lenteur. Et aussi, l'autocratie n'est pas aussi quelque chose qui va avec la rapidité, mais tout simplement, il faut avoir le bon sens et le service public et être performant, avoir une administration de mission, enlever tout ce qui est red flag et avoir comme objectif principal de répondre aux préoccupations des populations. Et répondre aux préoccupations des populations, c'est leur donner les papiers et les documents dont ils ont besoin dans les délais, dans les temps, sans pour autant faire de la gymnastique ou passer par payer des gens pour pouvoir l'avoir. La bonne nouvelle, c'est qu'on a finalisé l'obtention de tous ces papiers et aujourd'hui même où je vous parle, nous avons activé au niveau du bailleur pour obtenir la première tranche du prêt. La procédure de passation des marchés aussi a pris 5-6 mois. On a fait un appel d'offres ouvert et nous avons une entreprise sénégalaise qui a gagné et qui va construire le super incubateur, accélérateur de Dakar à Mermoz. Les travaux devraient commencer incessamment d'ici novembre et nous espérons l'inaugurer en avril 2023, Inch'Allah. Inch'Allah, un incubateur qui se veut l'incubateur des incubateurs, y compris des incubateurs historiques, le CEDIC Dakar. Papa Amadou Sarr, délégué général à l'entrepreneuriat rapide, est notre invité ce dimanche 3 octobre 2021 sur iRadio, le premier invité donc du mois d'octobre. Une pause de 25 minutes et l'on se retrouve juste après. Délégué général à l'entrepreneuriat rapide pour les femmes et les jeunes, Papa Amadou Sarr nous fait le plaisir et la fidélité surtout d'être notre invité ce dimanche sur iRadio. Nous avons beaucoup parlé technologie et plus globalement des activités de l'ADER. Nous continuons sur le volet numérique plus précisément, Papa Amadou Sarr, en poursuivant notamment sur ce futur incubateur qui a connu quelques retards, vous l'avez expliqué, quelques lenteurs, mais qui devrait sortir de terre Inch'Allah, si tout va bien en 2023. Restons un peu sur le modèle de gestion justement. On en avait parlé très rapidement en 2018, il y a 3 ans. Aujourd'hui, est-ce que vous avez pu beaucoup avancer sur le modèle de gestion de ce futur incubateur? Oui, nous avons opté pour une gestion privée. C'est-à-dire, nous allons construire l'incubateur sur ressources publiques avec un don du prince héritier d'Abu Dhabi, d'où le nom, Mohammed bin Zayed Center for Innovation. Et nous allons trouver un gestionnaire privé afin de pouvoir gérer de façon appropriée l'édifice, mais aussi les infrastructures qui y seront pour pouvoir maintenir dans les standards internationaux. Je rappelle que ce sera un bâtiment intelligent, un bâtiment moderne, un bâtiment innovant et un bâtiment vert. Donc tout cela aura besoin d'une bonne gestion efficace et efficiente. C'est pour cela que nous avons opté pour ce type de gestion. Oui, une gestion, on l'a dit donc, qui sera privée. Vous avez expliqué pourquoi un tel choix. Mais en attendant, est-ce que vous ouvrez un peu aux acteurs du numérique, du secteur, et ils vous en disent quoi? Oui, on est en parfaite symbiose avec, je dirais, les acteurs du numérique, aussi bien le ministère de l'économie numérique, l'optique. L'organisation des professionnels des TIC du Sénégal, présidée par Antoine Ngom. Notre ami et frère, et aussi le PTN, dirigé par Bassirou, l'ADIE et tous les acteurs, quasiment les start-upers, c'est une start-up. Et notre objectif, c'est d'en faire le bâtiment de référence des TIC et de l'innovation au Sénégal. Mais pas seulement, parce qu'il y aura, au-delà des espaces d'incubation, d'accélération pour les start-up et les PME, il y aura aussi des espaces collaboratifs où les gens pourront venir faire des conférences. Il y aura par exemple un amphithéâtre qui pourra recevoir 400-500 jeunes, où on pourra faire des cérémonies, mais aussi une grande salle modulable qui pourra contenir 800 personnes pour faire des conférences à Mermoz. On a un espace pour enfants aussi? Oui, on a un auditorium de 1500 mètres carrés. Et aussi, il y aura une crèche pour les enfants, pour les femmes,
qui ont leurs enfants qui vont être là-bas. Il y aura toutes les facilités, pharmacie, infirmerie, salle de sport et aussi tout le nécessaire pour les hommes et les femmes qui ont besoin de se faire une beauté, pédicure, manicure, coiffure, hommes, femmes, etc. Vraiment un espace de vie, comme dans les campus américains, où on n'a pas besoin de sortir pour aller ailleurs. On a tout sur place, restaurant, communément appelé food court, banque et aussi tout ce qui est espace de convivialité, espace de prière, tout ça. Bref, tout est excellent, sauf qu'on remarque pour nous les journalistes qu'il n'y a pas un espace pour la presse, par exemple, dans un environnement où tout le monde est censé être accueilli. On va vous en trouver. On va trouver un point presse pour permettre aux journalistes d'avoir un espace où faire leur montage. Il y aura un studio, par exemple, et une salle dédiée à la presse, press room. Par exemple, je donnerai des instructions à mes services pour le mettre ça en place. Très rapidement, on reste toujours sur cet incubateur parce qu'il est immense comme projet, c'est important. On a parlé, si je ne me trompe, lors de notre première interview dans le cadre d'ITEC, que par exemple, cet incubateur se fera l'incubateur des incubateurs. Est-ce que depuis la réflexion avance, notamment avec l'incubateur historique CETIC Dakar? Oui, nous sommes dans le conseil de gouvernance du CETIC. Nous avons accompagné le CETIC en 2020, un peu en 2021 quand c'était dur. Nous avons eu à payer pour des frais de gestion, pour des frais d'incubation. Nous avons incubé des startups auprès de CETIC. Nous travaillons avec le CETIC pour pouvoir faire passer le CETIC à un autre niveau. Maintenant, nous sommes en discussion sur justement le mode de gestion du CETIC parce que j'avais quelques difficultés, moi, sur la gestion et comment elle doit être beaucoup plus performante, orientée résultat et apporter des solutions innovantes. Et je pense que les changements sont en train d'être opérés. Et aussi bien CETIC, nous travaillons avec Jocolab, nous travaillons avec Make Sense, nous travaillons avec Impact Up. Nous ne nous substituons pas aux incubateurs. Il faut que ce soit clair. Nous avons eu à mettre en place un système qui permet de laisser de la place à tout le monde. Nous avons des programmes d'incubation, d'idéation pour les startups qui sont en phase de début et avec des financements allant jusqu'à 10 millions. Et puis après, nous avons des programmes de pré-accélération avec des financements allant jusqu'à 30 millions et après des financements en accélération que nous allons hoster nous-mêmes ici dans nos locaux en partenariat avec des agrégateurs ou des accompagnateurs comme Startup Bootcamp avec qui nous travaillons actuellement, La Factory qui est une startup marocaine pour faire de l'open innovation, pour accompagner aussi les futurs champions et les futurs unicornes et licornes sénégalaises et africaines de l'Ouest. Faites-vous de l'ombre au CETIC ou je pose la question autrement, est-ce qu'aujourd'hui le CETIC serait en meilleure forme actuellement au vu un peu de l'évolution de l'écosystème, de l'évolution des modèles d'incubation en vigueur? Mais je pense qu'on ne fait pas de l'ombre au CETIC, bien au contraire, nous devons apporter du business au CETIC. Parce que nous finançons des startups qui sont incubées par le CETIC. Et le CETIC est vraiment, je dirais, un de nos principaux partenaires. Mais si l'ADER, on ne parle que de l'ADER, c'est qu'il y a aussi le volet financement qui est important parce que l'ADER, n'oublions pas, ce n'est pas que le TIC. L'ADER, c'est sur 30 milliards à 40 milliards par an. Je dirais même 50. Et aujourd'hui, on peut dire qu'il y a 5 millions de dollars, 3 milliards pour le numérique. Donc ce n'est pas beaucoup. En même temps, c'est beaucoup pour le Sénégal parce qu'on ne l'avait jamais fait. Et aujourd'hui, les nombres de startups que nous accompagnons par an, rien que cette année, nous sommes en train de préparer une cohorte pour 1 million de dollars, 600 millions et 300 millions en accélération, sans compter la partie accompagnement et DigiPME. Donc vous voyez ce que je veux dire. Mais cela, à mon avis, ne doit pas être vu comme de la concurrence ou faire de l'ombre au CETIC. Bien entendu, le CETIC doit pouvoir s'engouffrer dans cette perspective, dans cette opportunité pour nous permettre vraiment de le lifter, comme on dit, et de le pousser plus haut et devant. Papa Amadou Sarr, délégué général à l'entrepreneuriat rapide, notre invité ce dimanche sur iRadio. Pour avancer un peu, mais bien entendu, nous restons focus pour utiliser un peu le langage des startups, nous restons focus économie. Actuellement, parce que ça revient chaque année comme constat général, que nos startups sont un peu en perte de vitesse en Afrique francophone par rapport aux startups anglaises
qui rafle la mise, et le classement par exemple de Partech avec Tidiane Dem que nous avons reçu dans cette émission le montre hélas chaque année. Qu'est-ce que la DER fait de ce point de vue-là pour aider peut-être à l'amélioration un peu de ce classement? C'est pour cela que nous travaillons avec Startup Bootcamp et des gens comme 500 Startups et d'autres incubateurs américains et universités américaines pour pouvoir accompagner nos startups à être beaucoup plus performantes, à être beaucoup plus visibles sur la scène internationale et notamment anglophone. Aujourd'hui, comme vous l'avez dit, la plupart des startups africaines ou internationales viennent de pays anglophones. Parce que l'anglais est la langue de travail de ces pays, l'anglais est la langue du dollar, l'anglais est la langue des États-Unis, l'anglais est la langue des superpuissances. Il faut faire avec, c'est ce que je dis. Et du concret aussi. Et du concret, voilà. Et c'est pourquoi je dis à nos startups et à nos PME, mettez-vous à l'anglais, travaillez en anglais, accompagnez-vous, parce que c'est l'argent qui dirige le monde. Et si les gens ne veulent pas vous donner leur dollar, si vous ne parlez pas leur langue, il faut pas se faire d'idées, quoi. Il faut se mettre à jour. C'est très simple. Et aussi, aujourd'hui, l'ADER est en train de mettre en place tout un environnement favorable à accueillir les fonds de venture capital, comme on les appelle, et aussi les fonds de private equity qui vont permettre d'investir davantage en Afrique francophone. Et la bonne nouvelle aussi est qu'aujourd'hui, nous avons Wave, qui a une entreprise start-up sénégalaise avec des Américains qui l'ont créée, mais ici au Sénégal, où ils ont pu lever 200 millions de dollars. C'est pas rien, c'est même extraordinaire. Nous sommes en train de penser justement à mettre en place un fonds qui va accompagner les startups et les PME afin que le Sénégal et l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique francophone de façon globale, soit une destination privilégiée des investisseurs en capitaux. Quand on parle des startups, c'est quoi le problème qui revient le plus? Manque au problème d'accès au financement, accompagnement. C'est quoi le problème le plus récurrent quand on parle des startups au Sénégal? Le principal problème, je dirais, c'est le financement. Parce qu'aujourd'hui, ils peuvent être accompagnés, ils peuvent être coachés, ils peuvent être bénéficier de programmes de mentorat de la part du CETIC, de Impact Hub, de Jocolab, de Make Sense, etc. Mais à la fin, s'ils n'ont pas de ressources financières pour concrétiser leur projet, faire leur MVP, faire leur accélération ou leur scale-up ou faire des acquisitions, ça ne sert à rien, c'est peine perdue. Ils vont passer leur temps à faire des programmes d'incubation à n'en pas finir. Donc aujourd'hui, il faudrait que des ressources financières provenant de l'État, certes, ce que nous faisons avec l'ADER, mais du privé, des fonds de venture capital et d'autres, des business angels, puissent pouvoir aider ces jeunes startups à passer à l'étape supérieure. Pour ce qui est par exemple des grands projets actuellement de l'ADER dans le numérique, c'est quoi exactement? Vous avez une vue claire sur l'avenir? Oui. Très clair. Aujourd'hui, il y a d'abord le Mohamed bin Zayed Center, qui est le projet phare pour héberger toutes ces startups, tous ces programmes d'innovation, tous ces programmes liés à l'intelligence artificielle, à la blockchain, aussi aux technologies disruptives, mais aussi à l'utilisation de la tech pour l'agriculture, pour la santé, les finances, fintech, etc. Au-delà de cela, nous allons mettre en place des activités d'open innovation au DIEP ici à l'ADER, cet espace de 1200 mètres carrés d'innovation qui sera entièrement équipé avec un Fab Lab ultra moderne, avec des imprimantes 3D, des robots, des scanners, des lasers qui permettront aux startups sénégalaises de pouvoir bénéficier des récentes technologies que ce que les startups américaines, anglaises, suisses, françaises ont. Et au-delà de cela, nous allons mettre en place, comme je disais tout à l'heure, l'open innovation avec les grands groupes comme le port, les banques, la Sénélec, pour pouvoir créer des idées, mettre en place un lien entre l'entreprise et les startups, amener des jeunes startups à réfléchir pour les entreprises dans l'innovation pour pouvoir, anticiper sur les défis du futur. Quelle place de la coordination dans les politiques numériques au Sénégal? Parce qu'on a l'impression qu'il y a l'ADER qui fait un travail par-ci. De l'autre côté, on a le PTN, on a CETIC Dakar qui est quand même un acteur incontournable aujourd'hui. Tant d'autres acteurs, mais souvent, le constat qui s'offre à l'observateur que nous sommes, c'est qu'on ne dialogue pas assez. Vous en dites quoi? Alors, moi, je dialogue. Je vous dis que le PTN, Bassirou, il travaillait à l'ADER. On s'est vu avant-hier, on a créé des passerelles entre nous pour que le PTN, quand il sera fonctionnel, il n'est pas encore fonctionnel, puisse s'occuper des grandes entreprises et l'ADER des startups.
Donc c'est l'accord que nous avons. Le CETIC, comme je l'ai dit, ce n'est pas un acteur institutionnel. Le CETIC, c'est une fondation, c'est un acteur privé qui continue de faire ce qu'il fait. Mais vous tous partagez le même écosystème numérique, justement. Il y a de la place pour tout le monde, Ousmane. Le CETIC excelle en ce qu'il fait. Nous, on excelle en ce que nous faisons. On finance, on accompagne. Je vous ai dit qu'on accompagne le CETIC. On a financé le CETIC, y compris en fonds de fonctionnement. Donc, ça veut dire que nous sommes au cœur de la gestion. Je vous dis qu'on fait partie du conseil d'administration de fondation du CETIC. Donc, nous savons très bien ce qui s'y passe et nous les incitons à faire mieux et à pouvoir produire plus et de la qualité. Et aussi bien le CETIC que Jocolab, Make Sense et autres. Et il y a le ministère de l'économie numérique aussi, qui est la tutelle de toute la partie numérique et digitale dans le pays, avec qui nous travaillons en parfaite harmonie. On rappelle que l'ADER dépend plutôt de la présidence, c'est important. Effectivement, nous sommes sous la tutelle de la présidence de la République. Guichet unique pour la création d'entreprises chez vous. On rappelle que l'APIX existe quand même et que vous ne faites pas son travail. Mais c'est important de dire un mot sur l'attractivité numérique du Sénégal. Comment aujourd'hui on peut assurer l'attractivité du pays? Comment faire en sorte qu'il soit mieux vendable numériquement à l'étranger? Aujourd'hui, vous avez chez nous un programme qu'on appelle Startup Bootcamp Accelerator Programme. Qui signifie quoi d'ailleurs? Vous en parlez depuis tout à l'heure. Et nous avons aujourd'hui une cohorte de 11 startups entièrement étrangères, ghanéennes, nigérianes. Bref, anglophones, ça au moins on l'a compris. Et qui sont là à Dakar en démo day, en terminaison de leur programme, leur MVP comme ils disent. Et aujourd'hui, cela fait de Dakar une place de référence, un hub d'innovation. C'est pourquoi ils sont ici à Dakar, même si tout se passe en anglais. On est d'accord? Mais justement, les acteurs étaient comme perdus avec cet anglais qui était la langue un peu de cet après-midi de discussion. Comme je l'ai dit, les acteurs n'ont pas à être perdus. Il faut qu'on se mette à jour. Il faut qu'on se mette au diapason. Comme j'ai dit, il faut suivre là où va l'argent, le dollar. C'est aussi simple que ça. Parce qu'aujourd'hui, on ne va pas demander à des start-upers anglophones ou à des investisseurs américains qui sont venus d'Afrique du Sud, d'Angola, des États-Unis. De parler français. Venir parler français, ils ne peuvent pas. C'est nous qui avons besoin d'eux. Ce sont nos start-up, nos PME qui ont besoin d'eux et de leur argent. C'est à nous de nous adapter. C'est aussi simple que ça. Ou bien on va prendre des traducteurs, on écoute ce qu'ils disent. C'est aussi. Écoutez, pour moi, comme disent en anglais, no-brainer. Je ne vais pas leur demander de parler français. C'est à nous de nous mettre à jour. 1, 2. Quand nous aurons la possibilité d'avoir de l'argent, comme on dit, deep pocket, de financer nos startups, nos PME, créer nos programmes d'innovation, on va parler français, on va leur imposer de parler français, ou même Wolof si tu veux. Mais pour le moment, on parle leur langue, c'est leur argent, c'est leur programme. Et je suis heureux de les accueillir chez moi et de parler anglais. L'ADER finance des champions sénégalais, forme peut-être ou fabrique des champions sénégalais. C'est très bien, mais après, à quoi ça sert si on ne leur ouvre pas suffisamment les marchés de l'État, par exemple? C'est une problématique qui revient régulièrement dans l'actualité, avec notamment un plaidoyer devenu habituel d'Optique. Alors, aujourd'hui, nous accompagnons des startups, on les finance, et en faisant cela aussi, nous les accompagnons à avoir accès au marché régional et international. C'est fait partie des activités de l'ADER. Et heureusement, la plupart des entreprises que nous finançons ont des débouchés. Par exemple, Biobante Express qui est là, et c'est ouvert au Nigeria, l'Afrique du Sud, Mozambique et autres. Des gens comme PAPS qui sont un peu partout dans la soupe. Qui sont dans la livraison. Dans la livraison, dans la délivrance. Comme Biobante aussi. Comme Biobante aussi. Et WeCarry aussi dans la livraison, qui sont en train de se répandre un peu partout en Afrique. Pour certains, d'ailleurs, j'ai quelques réserves, parce que je pense qu'il faudrait qu'ils attendent à ce qu'ils soient beaucoup plus costauds et mûrs sur le marché, plutôt que de faire des dépenses pour s'expatrier. Bref, enfin, ce qui est aussi important, ce que nous faisons, c'est que nous permettons des liens entre ces startups, ces PME avec d'autres startups étrangères, internationales, d'où la présence de ces startups nigérianes. Un exemple concret qui me revient à la tête, Economy, qui est en train de travailler sur la digitalisation et des moyens de paiement au Nigeria, avec un potentiel de 50 millions de clients. Le Nigeria a une population de presque 200 millions de personnes et plus de 60% n'est pas bancarisé. Donc si on a une start-up sénégalaise comme PayJunia, comme SudPay ou d'autres qui parviennent à travers une joint venture, un partenariat avec ces startups nigérianes qui sont là ou ghanéennes, vous voyez le potentiel de marché qu'ils ont, c'est 50 millions de personnes. Ou
Là, ils n'ont que 1 million de personnes à peine. C'est ça la différence. Et c'est ça. On n'est pas très ambitieux, c'est ça? Je ne peux pas dire qu'on n'est pas très ambitieux, mais on peut mieux faire. On peut mieux faire. Ibrahima Nour Idine Diagne, patron de Gaïndé 2000, parle beaucoup de champions économiques. Comment est-ce que le Sénégal pourrait avoir ces champions, ces Google, ces Facebook, ces Amazon, par exemple? Ibrahima, qui est un grand frère, pour moi, est déjà un champion. Gaïndé. Et on a intérêt à préserver cette... Mais à quel prix et dans quel contexte et avec l'aide de qui ou pas? Oui, Gaïndé est un GIE qui a eu à bénéficier du soutien de l'État au début, mais qui aujourd'hui est excellent, qui vole de ses propres ailes sans l'État. Et il y a d'autres entreprises de la place qui sont en train de faire la même chose. Je peux parler de Touch, avec notre ami et frère Omar Cissé, qui est à l'international. Il y a Wiesel ici à côté, et Paydunia qui va bientôt aussi être un géant, et j'en passe. Et aujourd'hui, ces champions, comme l'a dit Ibrahima Diagne, je suis d'accord avec lui, doivent être aidés par l'État sur l'aspect administratif, fiscal, et aussi leur permettre de gagner d'autres parts de marché, avec le gouvernement déjà, parce que le gouvernement est aujourd'hui le plus grand acteur qui donne des marchés, mais aussi les aider à avoir accès à des marchés dans la sous-région, en Afrique de l'Ouest et au-delà. Et c'est ça le rôle de l'État. On parle beaucoup du Start-up Act souvent chez les gens du gouvernement quand on parle de fiscalité, sauf qu'il n'est pas encore opérationnel. Du moins, les acteurs estiment que ça ne fonctionne pas encore pour eux. C'est quoi peut-être les principaux blocages pour vous qui êtes patron de l'ADER? Alors, nous sommes initiateurs de la Start-up Act. Maintenant, il y a des choses qui nous échappent. On nous parle de décret d'application. Donc, en toute honnêteté, je ne peux pas vous dire c'est quoi la différence d'un décret que le chef de l'État a signé et qu'un an après, on court derrière un décret d'application. Le ministère de l'économie numérique est en train d'y travailler avec d'autres collègues et nous espérons vivement que ça sorte le plus vite possible pour que les jeunes puissent en bénéficier. Parce qu'effectivement, ça ne sert à rien de voter une loi Start-up Act si elle n'est pas mise en application. Mais entre-temps, le temps qu'on ait un peu ces décrets d'application, est-ce que la réalité n'aurait pas évolué un peu? On rappelle que quand même on est dans un secteur numérique qui évolue à vitesse grand V. Non, je ne pense pas, parce qu'on avait pris toutes les précautions avec le cabinet, avec la Banque mondiale, les autres acteurs, les acteurs du système, de pouvoir y mettre tout ce dont les startups ont besoin en termes de fiscalité, d'accompagnement, d'organisation, de financement, pour que ça puisse être valable au moins pour les 10 prochaines années à venir. Mais comme vous l'avez dit, on est dans une économie disruptive, une économie digitale qui évolue à 200 à l'heure. Donc effectivement, peut-être que dans 5 ans, on va devoir faire des améliorations, une nouvelle Start-up Act. C'est clair. Quelques 2 minutes pour finir. Pour vous qui êtes le délégué général à l'entrepreneuriat rapide, forcément sous les projecteurs de l'actualité, vous le prenez comment quand on parle de vous en mal, par exemple, parlant de financement, de politisation des financements, vous le prenez comment? Vous réagissez comment? Écoutez, ça ne me dérange pas, outre mesure, dans le sens où je sais que tout le monde est critiqué, mais ce qui est constant avec moi et mes équipes, c'est que nous savons que ce que nous faisons est bien et que nous le faisons pour au bénéfice de tous les jeunes Sénégalais et toutes les jeunes Sénégalaises. Comme j'aime à le rappeler, l'ADER n'a pas de coloration politique. L'ADER est une structure apolitique qui accompagne les jeunes et les femmes entrepreneurs du Sénégal sans aucune distinction politique, sociale ou religieuse. Donc aujourd'hui, nous avons été critiqués, nous continuons d'être critiqués, et je pense que jusqu'au jour où je quitterai l'ADER, je serai critiqué, ou je serai critiqué parce que je ne changerai pas ma manière de faire qui dérange certainement, et jusqu'à présent ça m'a réussi et je continuerai. L'essentiel, c'est que moi et mes équipes, nous sommes aujourd'hui 150 personnes qui est dotées de talent, d'ingénieurs, d'informaticiens, de banquiers, d'agronomes, etc., qui sont en train de se battre matin, midi et soir, de 8h à minuit, des fois, en comité d'investissement. Et c'est ce qui nous motive, qui nous pousse à aller de l'avant avec le soutien du chef de l'État. Nous sommes dans les contraintes, dans toutes les communes du Sénégal. Nous accompagnons les femmes et les jeunes et nous continuerons à le faire sans arrêt. Et vous êtes d'autant plus surpris que parfois les critiques viennent même de la mouvance présidentielle? Écoutez, c'est connu. La plupart du temps, on est plus souvent attaqué de l'intérieur parce que c'est plus les personnes
qui vous connaissent, qui sont proches de vous, qui vous attaquent. Mais écoutez, comme je vous l'ai dit, ça fait 3 ans que je vis cela. Ça ne me dérange outre mesure. Le plus important pour moi, c'est que je sois en phase avec mon autorité et que ce que je fais me plaît. J'ai du plaisir à me réveiller pour venir au bureau le matin et de rentrer à 22h ou 23h ou des fois à minuit, car je sais que ce que nous sommes en train de faire avec mes équipes, on a un impact réel sur les jeunes, sur les femmes, sur la population sénégalaise, sur les entrepreneurs. Maintenant, n'en déplaise aux détracteurs ou ceux qui ne sont pas contents avec ce que nous sommes en train de faire, nous sommes encore là et nous continuerons de le faire comme nous le sentons. Bonne continuation à vous, Papa Amadou Sarr, merci beaucoup. Merci beaucoup Ousmane et à très bientôt. Merci encore une fois d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Précédemment, directeur des services financiers et de la compétitivité et conseiller technique du temps d'Amadouba au ministère de l'économie, gouverneur suppléant du Sénégal auprès de la Banque africaine de développement, la Banque mondiale, le FMI entre autres. Vous avez occupé des fonctions à l'étranger et de retour au Sénégal, vous êtes donc le premier délégué général à l'entrepreneuriat rapide pour les femmes et les jeunes. Merci infiniment d'avoir été encore une fois notre invité. Excellent dimanche et excellente semaine.